Bonsoir et bienvenue en plein Open d'Australie dans les coulisses d'une légende vivante ce soir, celle du Suisse le plus connu et le plus admiré au monde. À titre personnel, j'avais eu la possibilité d'interviewer une toute première fois Roger Federer il y a fort longtemps, c'était en juillet 2001. Il allait sur ses 20 ans, il mesurait déjà 1,85 m, mais ne pesait pas autant qu'aujourd'hui. Je veux parler de son palmarès. 19 titres dans les tournois majeurs du Grand Chelem et plus de 100 millions de gains sur le circuit, sans parler de ses recettes publicitaires. Mais c'est l'homme qui va nous intéresser ce soir, ce Suisse jugé un peu trop lisse par ses quelques détracteurs, cet Helvète de mère sud-africaine, ce Roger qui fédère en quelque sorte nos diversités et nos régions linguistiques et qui jamais n'abdique. Qui aurait pensé, en effet, il y a un an, que ce joueur, qui ne gagnait plus de Grand Chelem depuis plusieurs années, allait en remporter 2 en 2017, l'Open d'Australie, et puis Wimbledon. Chapeau. Bon voyage dans cette émission spéciale qui va durer environ 1 heure, ce portrait réalisé par Éric Bello, avec aussi une pensée toute particulière pour notre regrettée recherchiste et journaliste Anne-Marc Valder, décédée durant la préparation de cette émission. C'est la toute dernière émission des coulisses de l'événement, la dernière, mais avec le number one. La première année, vous gagnez un tournoi du Grand Chelem, ça doit être fabuleux. Vous allez au bal à Londres, le soir, le truc, à 8h30 le lendemain, il faut être à BBC. Mais bon, il y a l'euphorie de première année, je veux bien. Deuxième année, je veux bien. Troisième année, je veux bien. Mais au bout de 16 ans de carrière, de toujours avoir cette spontanéité, cette fraîcheur, parce que moi, j'ai vu cette année à Wimbledon après le match, il y avait quoi, une centaine de personnes, on buvait du champagne, des trucs. Et le type, il discute avec chaque personne, le petit mot, il prend son temps. Je connais peu de gens qui, après 16 ans de carrière, après autant de victoires, il n'y a aucune lassitude. Alors on peut se dire, ok, c'est fabuleux parce qu'il vient un conte de fées réveillé, mais quand vous le vivez pendant 16 ans, le conte de fées, c'est presque plus un conte de fées, c'est une réalité, quoi. Je pense que là, on parle d'un joueur de tennis, mais surtout d'un sportif hors norme. On s'en rend pas bien compte, mais c'est, je pense, du niveau d'un Mohamed Ali, d'un Michael Jordan, quoi, des types qui sont des monstres sacrés, tous sports confondus. C'était juste fantastique. En plus de ça, c'est tellement beau, Wimbledon. C'est doux, c'est majestueux, c'est classe. C'est quelque part mythique dans le bon sens du terme, quoi. Donc ça donne une ambiance encore beaucoup plus chaude, beaucoup plus émouvante. Il avait sa famille, il avait aussi ses enfants. On a bien vu les émotions qu'il avait par rapport à ses enfants qui étaient là. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, forcément, c'est clair. Inoubliable. Game, center match, Federer. 3 sets to love, 6-3, 6-1, 6-4. Ça fait 3 ou 4 ans que je répète que Federer va gagner des grands chelems. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, Rosset était peut-être trop pote, ou j'en sais rien, il veut pas... J'étais persuadé qu'il allait gagner encore des grands chelems. Et quand il a gagné Wimbledon pour 19, le premier truc que je lui ai dit, j'écoute 19, c'est gentil, mais je préfère les chiffrons, donc 20, c'est mieux. On a le regard tourné vers le joueur, on regarde comme lui, il vit ces instants-là et ça se transmet naturellement un peu forcément sur nous aussi.
Et on attend de retrouver le joueur dans les vestiaires. Et puis là, on peut se lâcher un peu, rigoler, s'embrasser, applaudir, enfin être joyeux et tout et tout. Et voilà, mais tous ces instants, je crois que je ne peux même pas les expliquer parce qu'on peut seulement les vivre. Roger, comme Mirka, comme les parents, Linette, Robbie et Tony, les entraîneurs, c'est une histoire de famille en fait. Roger Federer. Tous les regards sont quand même portés sur Roger et ce petit groupe pendant un moment exceptionnel où on attend que le miracle continue quoi, d'une certaine manière. Et il y a parfois beaucoup de tension et en même temps énormément de joie quand les choses sont... Voilà, tout est surmultiplié, je pense. It's very special. And do your girls enjoy watching you play? They enjoy to watch a little bit. They come for the finals, I guess. But no, it's a wonderful moment for us as a family, and this one's for us. And thank you, everybody. Thanks to the family. Thanks to the team. Thank you, Switzerland. Thank you, everybody. Sa femme, elle a joué un rôle mais énorme. C'est elle quand même qui a pris énormément de choses en main au début de sa carrière. Je veux dire, la communication, toutes ces choses-là. Donc elle a eu un rôle méga super important dans sa carrière. Je pense que 50% de la réussite de Roger, on la doit à sa femme aussi. Quand j'ai rencontré Mirka, j'avais 0 titre. Aujourd'hui, j'ai plus que 90. Voilà. Alors, je pense quand même qu'elle avait son rôle à jouer, oui. Et si je joue encore au tennis aujourd'hui, c'est grâce à elle, parce qu'elle me dit que c'est OK pour moi de continuer à voyager. Elle est prête à tout organiser avec les enfants, avec le stress, avec les jet lag, avec tout ça. Et on arrive encore à accomplir trop de belles choses encore ensemble, si vous voulez. Forcément que mes matchs, quelquefois, je l'appelle, par exemple, comme après Shanghai, je l'ai appelé, je dis ça va, elle dit alors, comment tu as joué, tu as gagné, tu as perdu? Alors je fais semblant d'avoir perdu, elle me dit je te crois pas, je suis sûr que tu as gagné. Voilà, alors quelquefois elle suit même pas mes résultats, mais pas de souci, mais je l'adore et Marc il a raison, elle a eu beaucoup de raisons pourquoi j'ai accompli autant. Tout est question de temps, d'effort et de persévérance. La victoire, on l'oublie, vient souvent consacrer de longues périodes de doute. Qui, en effet, aurait parlé de victoire un an plus tôt lorsque son corps le trahit dans son jardin d'Éden? Roger Federer se retrouve seul, blessé sur son gazon fétiche. Pour se relever, il va devoir affronter 6 mois de rééducation physique, loin des tournois, hors circuit. Ce qui est fort avec Roger, c'est que quand il a un problème, et forcément c'était un problème, quand vous êtes out du circuit pendant 6 mois, c'est un problème. Et il fait tout pour résoudre le problème. Il fait sa part, naturellement qu'il y a une équipe autour, mais c'est quand même lui qui doit faire le boulot à la fin. Les premiers exercices qu'on faisait au niveau physique, c'était essayer de trottiner 5-6 mètres en avant et de marcher en reculant ou de faire du petit pas chassé autour de 2 cônes qui étaient placés à 3,50 mètres l'un de l'autre. Je veux dire, on appelle ça pratiquement apprendre à marcher de nouveau au début. Et puis, il faut repasser toutes ces étapes pendant plusieurs mois. And action. Andy, it's so great having you here in Switzerland on the 10th of April and to play the 3rd match for Africa together. I can't wait, and I promise I will try everything to make you feel at home. How was that? On l'a vu, comment il a géré ces 6 mois de blessure. On le voit une semaine à Fashion Week, après on le voit une semaine, il est en train de faire des bratwurst avec ses enfants sur un feu de camp. Après une semaine, il s'entraîne, une semaine, il est là, une semaine, il est là. Puis tout est naturel, quoi. C'est le seul cas que je connais où il n'y a pas une espèce d'ombre de négativisme ou de ras-le-bol, de quoi que ce soit. Ce break de 6 mois, mine de rien, en 2016, lui a fait le plus grand bien, parce que je pense que ça permettait de finir un cycle de beaucoup d'années où il a fait des miracles. Il y a eu des difficultés à la fin quand même. Il avait besoin de se reposer mentalement, au niveau de son corps, de se remettre d'aplomb. Mais comme il est amoureux du sport, il est amoureux de ce qu'il fait et qu'il
Il fait ça avec un naturel énorme. Voilà, il fallait qu'il gère ce problème physique. Il l'a fait parfaitement en 6 mois. Puis il s'est reconstruit, il est revenu. Et il est revenu frais comme un gamin de 20 ans, quoi. Will you play Madrid? Let me first play Hopman Cup, Australian Open, and then after that we'll see how my knee is, how my body is. But focus on where to serve now. Up the middle here. Les sceptiques pensent qu'il ne reviendra plus. Mais Federer s'entraîne discrètement. Le talent, c'est de la sueur. C'est la répétition de l'effort durant des semaines et des mois. On était déjà tellement contents qu'il puisse de nouveau jouer. C'était déjà tellement beau de voir les entraînements au mois de décembre où progressivement à l'entraînement, ça devenait quelque chose de fantastique comme on avait l'habitude de le voir avant. Donc ça nous plaisait beaucoup. Donc en fait, quelque part, la première victoire, elle était atteinte quand on voyait que Roger était en bonne santé sur le court et que ça tenait aussi quand les entraînements étaient durs. C'est trop fabuleux pour l'exprimer parce que les premiers matchs, vous espérez déjà qu'il arrive à gagner un match, qu'il arrive à bien jouer. Et au fur et à mesure du tournoi, vous vous dites mais c'est pas possible, il est toujours là, il joue de mieux en mieux. On voit aussi qu'il a de plus en plus confiance encore, que les repères viennent, que les mouvements sont là, que la synchronisation entre les mouvements, le jeu et puis l'expression du visage, parce que ça dit aussi beaucoup de choses. On peut voir s'il est heureux ou bien peut-être pas tellement, ou bien s'il est en train de douter. Alors c'était quelque chose d'immensément crescendo. Et puis à la fin, il y a eu ce qu'on connaît aujourd'hui. Un miraculeux Federer, fantastique, et puis créatif, et puis génial comme il est. Et ça, c'est son résultat à lui. Vous ne pouvez pas, tout simplement parce que vous proposez quelque chose, avoir des résultats. Il faut faire le travail, il faut y croire, il faut aussi nous donner les informations, voire même certaines indications quand on est le joueur, pour qu'on puisse, nous, utiliser toutes ces informations. C'est un travail d'équipe au service d'un champion. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur physique au monde. Pierre Paganini, c'est le premier entraîneur physique qui a commencé à faire vraiment du spécifique pour le tennis. Et c'est un mec génial, je veux dire, c'est un type qui connaît son métier, qui connaît les joueurs, qui est top, parce que si vous regardez, en fin de compte, vous prenez la carrière de Federer, peu de blessures, la carrière de Stan, relativement peu de blessures aussi, la mienne peu de blessures, donc c'est quelqu'un qui est vraiment top. Jamais j'aurais pensé que j'allais le faire. Et c'était peut-être à cause de ça que c'est peut-être la plus belle dans ma carrière, je ne sais pas. Roger est quand même un amoureux du travail à sa façon. Il avait peut-être une appréhension pour le physique quand il était tout jeune. Il a quand même vite vu qu'on peut aussi faire des choses dans le physique qui sont créatifs. C'est clair, quand vous avez l'opportunité d'être l'entraîneur physique d'un Roger Federer, il faut soi-même essayer d'amener de la créativité. Il faut provoquer le joueur avec l'état d'esprit de joueur qu'a le joueur. Il faut donc prendre son arme préférée et lui proposer quelque chose où il est heureux d'utiliser son arme. Puis à la fin, il ne fait pas du tennis, mais il fait du physique. Et pour ça, Roger, il est juste super. Vous faites un exercice de 30 secondes avec différents degrés de difficulté pendant les 30 secondes. Pour lui, ça devient un jeu. Il oublie tout ce qu'il y a autour et il se consacre à ça. Et si vous en amenez 10 d'exercices comme ça, vous avez fait 1 heure et puis il s'en est pas rendu compte. Ouais, on est sur les épaules, squat une jambe et léger. C'est difficile pour moi parce que moi je suis un joueur de tennis, parce que je ne suis pas un mec de fitness. Alors heureusement quand j'arrive au fitness et je le vois motivé, organisé, la seule chose que je peux faire c'est donner mon maximum. Et je pense que j'ai toujours essayé de le faire et j'espère que Pierre il partage cette opinion avec moi. Absolument. Le fait est, j'ai jamais dû, le pousser dans le sens qu'il aurait été fainéant et qu'il fallait le pousser. Jamais. Forcément, il a un énorme rôle à jouer dans ma carrière. Il était toujours là pour moi, surtout dans la programmation aussi. On a beaucoup parlé planif. Il m'a beaucoup aidé là-dessus. Il m'a expliqué qu'est-ce que c'est d'être professionnel. En dehors du cours, mais aussi sur le terrain. Et j'ai en fait commencé presque à aimer le physique.
Pierre, c'est vraiment le chef de la planification, sur quel tournoi il fait et tout ça. Alors, c'est incroyable comment ils ont travaillé sur ça sur 20 ans, je pense, maintenant, presque. Là où j'essaye d'aider, c'est de proposer quand il faut faire une pause, quand il faut travailler, quand il vaut mieux faire le tennis avant le physique. Plutôt tout ce qui est lié à la réaction du corps par rapport à quelque chose que l'athlète-joueur va fournir à l'entraînement. Forcément, il y a une quittance qui revient sur l'appareil locomoteur actif, sur l'état d'esprit, sur la musculature surtout, et de proposer la périodisation. On croit connaître Federer, mais au fond, qui est-il? Impossible aujourd'hui d'entrer dans son clan, son univers intime. L'homme se préserve mentalement et physiquement. Lorsqu'il arrive dans son hôtel 5 étoiles de Manhattan pour disputer le tournoi de Flushing Meadows, le Suisse a fait l'impasse sur la saison de terre battue et ses matchs interminables. Il a écouté son préparateur physique. Ce qui lui a permis d'arriver frais à Wimbledon et de gagner son 19e titre du Grand Chelem. Le 20e, ce sera peut-être ici à New York, avec en prime le titre retrouvé de numéro 1 mondial. Disons qu'après Wimbledon, il est le grand favori pour New York. Il n'y a pas photo. Les deux favoris sont Rafa et lui. Il a battu Rafa 3 fois sur 3 cette année. Il vient de gagner Wimbledon. Il a une confiance de fou. Voilà. Quand il part sur sa tournée aux États-Unis, il est le grand favori. Quand Flushing commence, j'espère et je pense qu'on doit être 99% de la profession à l'espérer. On veut ce match contre Nadal, qui est en fait le match oublié, le match qui n'a jamais existé. Nadal, Federer à Flushing Meadows, sur le plus grand stade de tennis du monde. C'est peut-être les deux plus grands de l'histoire. Et en plus, ils sont contemporains, puis ils ne sont jamais croisés sur ce stade qui est magnifique. Ce Arthur-Ashe, comme ça, on arrive devant ces tribunes sur des falaises, comme ça, on a envie de les voir là. On a envie de les voir au milieu de cette fosse. On sait que ce moment écrit l'histoire d'un sport. Thank you. Take care, guys. Thank you. Enjoy your day. See you. Bye. See you. Et après, donc, on sait qu'il arrive à New York sans préparation puisqu'il se blesse en finale à Montréal. Et à ce moment-là, il faut quand même savoir que la concurrence est très forte. Donc à ce moment-là, pour moi, il est déjà plus favori. D'arriver sur un grand chelem très peu préparé, c'est pratiquement ingagnable. Ouais, moi j'étais positif quand même si c'était une préparation assez difficile, mais j'étais positif. Moi je sais que une fois il se met dans le tournoi, peut-être le dos il s'améliore encore un tout petit peu, qu'il y a tout qui peut arriver. Hein. C'est dangereux, c'est difficile parce que tu sais que tu te sens pas bien, tu sais que tu es en difficulté déjà avant le premier point. Et ça, c'est pas une bonne sensation. Et c'est là forcément où tu as besoin du soutien. Et c'est là, l'équipe peut t'apporter quelques pourcents ou juste te dire, tu sais quoi, essaie ton meilleur, ne te fais pas de soucis si tu perds, tu as tout essayé pour. C'est là les moments où l'entourage il est vraiment primordial, honnêtement. On a beaucoup bossé avec le physio, par exemple, Danny. Les coachs, ils sont en stand-by, ils sont juste là pour qu'est-ce qu'on peut quand même faire. À l'entraînement, c'est vraiment une des situations délicates. Je sais dans quel état il était avant de commencer ce tournoi, parce que j'avais eu des contacts téléphoniques quand même. Et une fois de plus, de faire ce qu'il a fait en étant dans l'état dans lequel il était, lui, il ne va jamais le dire, parce que ça va passer pour une excuse. Mais je pars du principe qu'ici, dans un dialogue comme on le fournit aujourd'hui, on ne cherche pas d'excuses. On essaie juste d'expliquer que derrière les coulisses, des fois, le joueur a des problèmes qui sont beaucoup plus grands qu'on l'imagine et qui doit essayer d'aller sur le court en sachant qu'il n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes, mais faire le maximum avec ce qui reste au moment même. Moi, je donne toujours mon maximum, j'ai l'impression. C'est le minimum de respect que je dois donner à l'entourage qui passent des semaines et des mois sur le tour et pas chez eux, à la maison avec leur famille. Alors, pour moi, c'est que normal.
naturellement, quand les corps n'arrivent pas à suivre complètement, vous savez, des fois, ce sont des détails, ce sont 2, 3, 4%, mais à ce niveau-là, c'est sur chaque déplacement, sur chaque frappe, sur chaque décision que le joueur prend, il prend ces 2% d'insécurité et de feeling négatif par rapport à une pathologie, on va dire, et qu'il arrive à faire ça, c'est quelque chose que j'ai retenu, parce que ça démontre aussi à quel point ça vaut la peine pour le joueur d'investir après encore une fois une longue période pour se remettre complètement à 100%, de mettre la santé complètement de son côté. Donc dans le négatif, il y a aussi beaucoup d'espoir, il y a aussi beaucoup d'objectivité qui est très positive. Et on ne peut pas toujours voir les choses aussi négatives que le moment même, puisqu'il faut regarder l'ensemble. Je sais comment gérer les défaites, c'est pas la chose la plus rigolo, mais en même temps on est toujours prêt que ça peut arriver. C'est pour ça je pense que ça va passer très rapidement, parce que déjà dans le tunnel, j'essaie de voir les choses positives, que je dis enfin j'ai une pause aussi, parce que je suis quand même bien fatigué et Del Potro était plus fort que moi. Alors pour moi c'est ça ma analyse en 2 mots si vous voulez. Et voilà, alors on tourne la page et on passe à la chose suivante. Il a une sorte de force qui le fait avancer plus loin, quelles que soient les difficultés. Et je pense que c'est ça le propre des meilleurs, c'est d'être à même de pouvoir gérer l'échec, de le digérer, dire waouh, ça me renforce pour aller plus loin. Ciao, ciao. En 2017, Federer quitte New York prématurément en quart de finale. Rien à voir avec le triomphe de 2004, année de son tout premier succès à New York. Il est alors sacré numéro 1 mondial, enchaîne les rendez-vous dans les studios TV à la conquête des médias américains, généralement indifférents à l'égard des héros sportifs nés dans le reste du monde. New York lui sourit d'autant moins en 2017 que la victoire du tournoi revient à son éternel rival. L'Espagnol réduit l'écart au palmarès des grands chelems. Federer en compte 19, Nadal désormais 16. Évidemment, l'un et l'autre diraient à cette place que c'est pas le nombre de grands chelems n'est pas le critère absolu pour juger le plus grand joueur de l'histoire. Il y a plein d'autres. Évidemment, c'est pas leur quotidien, c'est pas ça qui leur fait s'entraîner plus dur ou qui leur fait avoir envie de faire évoluer cette partie de son jeu. Qu'on se comprenne bien. Federer va pas sur le terrain le matin en disant « Ah, Nadal est à 16, il faut que je travaille ». Mais évidemment que chacun surveille. Ce chiffre, il est trop important. Alors nous, les journalistes, peut-être qu'on en fait trop. Je suis pas sûr. J'aime pas trop quand on parle que de Grand Chelem, si vous voulez. Et Rafa, il a fait son chemin surtout avec Roland. Moi, j'ai fait surtout mon chemin avec Wimbledon. Et c'est qu'à la fin où on va faire les comptes. Mais Grand Chelem, par-ci, par-là, je ne veux pas dire ça décide tout, si vous voulez. Mais j'espère pour lui qu'il va encore gagner des Grands Chelems. Mais j'espère pour moi que je peux aussi le faire. Et on voit qu'en même temps, on a les deux arrivé à faire des carrières incroyables, qu'on peut être vraiment fier de ça. Il se protège un peu. Parce que l'histoire a prouvé qu'en fait, on jugeait quand même un tout petit peu la trace laissée par les champions à travers leur trace en Grand Chelem. Donc ce 19-16, qu'on le veuille ou non, il est la marque essentielle. On est en fin 2017, on est à 19-16 et Nadal a 5 ans de moins. L'histoire continue. Les tournois du Grand Chelem comme point de référence dans l'histoire du tennis de Rod Laver à Federer. Oui, mais pas seulement. La mémoire collective retient aussi les rivalités légendaires, les étincelles du choc des personnalités. Borg et McEnroe par exemple. La glace et le feu. Talking to you, umpire. Do you hear me? I was talking to myself. What did I say?
What did I say, umpire? Tell me. Please tell me. Please tell me. I want you to not call because you made a mistake. 7 grands chelems pour McEnroe et 11 pour Borg. 14 pour Pete Sampras, l'idole de Federer, que le Balois fait tomber de son piédestal en juillet 2001. 16 ans plus tard, le Suisse est en quête de son 20e trophée majeur. Personne n'a jamais fait mieux dans l'histoire du tennis. Et peut-être en aurait-il gagné davantage encore si son futur meilleur ennemi n'était pas arrivé sur le circuit. On a 2 joueurs qui sont hors normes. Je veux dire, en termes de communication, en termes d'amour du public. Je veux dire, c'est 2 méga stars du tennis. Quand ces 2 joueurs seront plus là, ce sera quand même dur, le tennis. Et je pense que, voilà, Nadal a un rôle aussi méga important dans la carrière de Roger Federer. Je veux dire, c'est son meilleur ennemi, quoi. Maybe I'll try later again. I don't know. God, it's killing me. Les larmes de Melbourne en 2009 révèlent peut-être un étrange paradoxe. Federer est le meilleur joueur de tous les temps, mais Nadal est le plus fort des deux. I'll try again. Okay. I don't want to have the last word. This guy deserves it. So, Rafa, congrats. You played incredible. You deserve it, man. Played another fantastic final. So, all the best for the season. Well, good evening, everybody. Well, first of all, Rog, sorry for today. I know. Yeah, I really know how you feel right now is really tough, but you remember you are a great champion. You are one of the best of the history. You're gonna improve the 14 of Sampras for sure. Moi, je pense pour le tennis, une rivalité comme ça, c'est quelque chose de fantastique. Hein. On voit partout au monde. Et, les gens ils parlent de ça, de Nadal, de Federer. Je pense aussi que Rafa, il a fait un meilleur joueur de Roch. Ouais, la rivalité, elle est incroyable, fantastique. I never thought I was going to introduce this player to you guys or in my life, so where shall I start? Started a long time ago. A little guy from Manacor came to Miami and beat me in my first match ever I played against him when I was world number 1. I thought he was probably going to win the French Open once. Didn't think it was going to be 10 times, but absolutely amazing career, and it's wonderful to have you on our team, and please welcome Rafa Nadal. Vous avez sur cette planète un joueur qui s'appelle Roger Federer. Il a déplacé l'histoire du tennis, si on veut dire. Il est parmi tous les sportifs de tous sports confondus. Tout le monde sera d'accord avec moi de dire qu'il est au minimum un des plus grands. Après, aux autres de se disputer s'ils le mettent en 1, 2 ou 3. Il me semble que tous les grands joueurs de tennis, ils ont à un moment donné cette conviction, enfin ils font plus que rêver en fait. C'est comme s'ils visualisaient, comme s'ils identifiaient un but et intimement ils le prenaient pour réaliste, quoi. On va déjà dire une chose, quand vous regardez tous les immenses champions, s'ils sont d'immenses champions, c'est justement parce qu'ils sont dans cette minorité qui réussit à continuer à faire une progression. Donc c'est pas donné à tout le monde. Quand vous durez autant sur le circuit, c'est qu'il a commencé sa carrière, forcément il a joué ses idoles de jeunesse, Sampras, Agassi et tout ça, donc c'était quelque chose de fort pour lui. Après il y avait ses contemporains avec Hewitt, avec Marat Safin. Après il y a une nouvelle génération qui est arrivée lui poser un challenge avec Djokovic, Nadal, Murray, Stan et d'autres joueurs. Et puis il est toujours là. Et puis maintenant il y a une nouvelle génération avec Zverev, avec Thiem, avec d'autres joueurs, quoi. Et je pense que quelque part pour lui c'est une espèce de
de source de motivation puis d'inspiration supplémentaire, parce que voilà, c'est le fait de jouer de nouveaux joueurs. Roger Federer! D'autres joueurs qui arrivent avec d'autres styles de jeu, tiens, comment ils jouent, qu'est-ce que je peux faire, tiens, est-ce que je suis encore capable de les battre les petits jeunes. Donc il n'y a pas de lassitude en fait chez Rod. Il y en a qui veulent gagner le maximum de tournois et puis ils s'en foutent de l'argent. Donc chacun a ses sources de motivation. Roger, lui, il veut marquer l'empreinte du tennis. L'histoire des légendes du tennis, Federer ne se contente pas de l'écrire. Il la célèbre aussi avec sa propre entreprise Team 8, en créant une nouvelle compétition par équipe, Europe contre le reste du monde, à Prague, l'automne dernier, la Lever Cup. C'est célébrer les joueurs du passé, mais en même temps permettre à la jeune génération d'avoir des valeurs fortes. Parce que quand vous voyez Zverev et Dominic Thiem qui sont présents et qui ont Björn Borg, Roger Federer, Rafa Nadal à côté d'eux, c'est un truc incroyable pour eux. Et donc je pense que ça donne des valeurs plus fortes pour eux en tant qu'hommes et en tant que personnes. Ce qui fait que pour la suite, c'est très bon pour le tennis et je pense que c'est très bon pour les fans. Et Roger insuffle ce genre d'énergie. C'était vraiment quelque chose pour les légendes du jeu, pour les honorer, les Rod Laver, les Björn Borg, les John McEnroe, et de créer une plateforme où on intègre les jeunes joueurs. Et j'espère qu'ils ont passé une bonne semaine ensemble en amis. Alors c'était tout sympa, on a adoré. Alors évidemment, c'est un produit marketing imbattable, parce que dans le sport d'élite, c'est ça aussi qui fascine, c'est les prises de décision. Pourquoi on fait ça, ce coup à ce moment-là, ce choix stratégique à ce moment-là. Et ce qui pourrait être dingue à terme avec la Lever Cup, c'est cette concentration de gens d'exception dans ce processus de décision à très haut niveau. Ça, alors dans 20 ans, ça peut devenir une compétition qui fait référence. Mais il faut lui donner du temps. And Roger Federer, thank you so much for putting this event together. The players, I know the players love it. Finalement, c'est un joueur et un homme d'affaires aussi à quelque part. Et ça, c'est phénoménal. Et je pense qu'il a aussi appris à devoir prendre des décisions difficiles. Des fois être dur mais juste, mais être dur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il a dû apprendre. C'est quelque chose qu'il n'avait pas quand il était jeune. C'était plutôt celui qui part dans tous les sens. Et voilà. Il était très différent quand il était jeune. C'était un garçon très vivant, très énergique. Il testait les limites tout le temps. Il nous provoquait en tant que parents. Il provoquait aussi ses enseignants, ses coachs. Vous savez, il a vraiment dû trouver sa place dans le monde professionnel. Moi, j'ai bien aimé mon enfance, je veux dire. J'ai eu des moments assez incroyables dans le passé. J'aime bien toutes ces anecdotes avec Marc ou avec tous les autres parce qu'ils étaient très importants pour moi aussi au début de ma carrière. Roger Federer et Marco Chiudinelli, les deux copains d'enfance, même âge, même origine, même passion, même destinée de joueurs professionnels, mais un écart abyssal au classement ATP. Et les voici à nouveau à Bâle, à l'entraînement avant le début des Swiss Indoors 2017, cherchant à feinter l'autre comme quand ils étaient gosses. Aujourd'hui, peut-être à l'entraînement, j'ai eu 20 fois des moments où j'étais frustré de mon choix de coup, de la façon comme j'ai fini le geste ou comme j'ai bougé. J'ai toujours aussi des moments négatifs, mais dans le moment du match, beaucoup moins parce que je sais comment aujourd'hui gérer un point. Un point, c'est un point et pas plus, mais chaque point, quelquefois, a différentes valeurs. Marco, ils ont grandi ensemble, ils sont de Münchenstein, ils sont du même village. Alors d'avoir déjà deux, c'est déjà incroyable, mais c'est vrai qu'ils se connaissent depuis tout petit. Ils ont tellement vécu de choses ensemble. Et puis finalement, Roger, c'était un peu le dernier grand pote de sa génération suisse qui jouait encore.
Déjà, je trouve que le fait qu'il soit là, il avait un match le lendemain, ça s'est fini tard, il est encore resté à l'apéro, il est resté peut-être jusqu'à minuit, 1h du matin alors qu'il jouait le lendemain. Quand on voit ce genre de choses-là, peut-être qu'on se rend compte encore plus de qui il est et de la chance en Suisse qu'on a d'avoir un sportif et un personnage comme Federer. Je suis triste parce que en fait, je connais ma carrière presque avec lui. En fait. Marco, il était toujours avec moi depuis que j'ai 8 ans, si vous voulez, voilà, même plus. Alors maintenant, il prend sa retraite. Forcément, ça me préoccupe, ça me travaille. Mais en même temps, je suis heureux pour lui et content qu'il a pu faire ce chemin qu'il a fait, même si il ne recevra jamais assez de mérite. Parce que c'est comme ça dans le tennis, quand tu es en dehors des 100 meilleurs, tu ne peux pas jouer au tennis. Au foot, quand tu es 100e, tu es une star dans ton club, voilà. Mais dans le tennis, tu es nul. Et ça, je trouve très décevant, en fait. Et moi, je sais qu'est-ce que Marco a accompli. Et je suis vraiment très content pour lui qu'il a trouvé le chemin pour prendre cette décision difficile quand même. Et pour moi, à la fin, ce n'est pas un joueur de tennis, mais c'est mon copain. Et je l'adore, le Marco. Chiudinelli a choisi le tournoi de sa ville natale pour tirer sa révérence. Federer, lui, n'a pas encore pris cette décision. Il attend peut-être encore le match parfait. Non. Je vais arrêter quand le corps ne peut plus, quand les résultats sont plus là, quand les enfants n'ont plus envie de voyager et quand on sent que la fin, c'est bon. Je ne dois pas jouer ce match parfait. Je pense que dans le tennis, il n'existe pas. Peut-être il existe et je l'ai fait. Je ne pense pas que je vais jouer mon meilleur tennis tout à la fin de ma carrière. Je pense que ces moments sont déjà passés longtemps. Je ne vois pas faire la grosse tournée d'adieu, je vais arrêter en fin d'année. Je pense que ça peut être du jour au lendemain. Et puis bon, à cet âge-là, c'est quand même un sport qui est très demandeur, physiquement, psychologiquement. Donc peut-être une blessure de nouveau, ça peut signer l'arrêt touche. Donc je pense que si un jour il arrête, ça peut être du jour au lendemain. J'ai l'impression, et c'est ça qui me fascine et qui me fait adorer sa fin de carrière, c'est que j'ai l'impression de retrouver en partie l'adolescent, tant dans ses choix de jeu que dans son espièglerie en conférence de presse. Je le trouve beaucoup plus relâché maintenant. Je retrouve un peu le Federer que j'ai connu il y a très longtemps dans cette fin de carrière. Very happy to see you playing so well again and being able to play every week. That's something I would like to be able to do again. It's going to be difficult for me in the future, but congratulations, another wonderful tournament. Federer en est conscient. Même individuel, les victoires sont le fruit d'un travail d'équipe. Et il aura certainement repensé en revenant chez lui aux entraîneurs de son enfance et de son adolescence. Plus précisément à l'Australien Peter Carter, le premier à le prendre sous son aile, à lui raconter les grands champions, à croire en lui à l'âge de ses premières raquettes. Roger retrouvera Carter plus tard à Bienne, après ses 2 ans de programme sport-études au Centre national d'Écu Blanc, en Suisse romande. On s'est très vite rendu compte qu'il était tout le temps en train de challenger, je pense, toutes les personnes qui étaient autour de lui, que ce soit les autres joueurs, les entraîneurs. Donc ça avait un côté un petit peu agaçant, parce qu'on était toujours sur le qui-vive, mais il avait aussi quelque chose d'extrêmement attachant. Et Marc Rosset venait encore régulièrement faire des semaines d'entraînement à Écu Blanc. Marc était un joueur dans le top niveau mondial, top 10 à l'époque, et ils se sont fait un duel dans la diagonale coup droit, qui est capable de frapper le plus fort. Je voulais peut-être le tester aussi lui, et comme moi-même aussi, de savoir est-ce que je peux tenir avec lui. En fait, j'étais un joueur comme ça à l'époque, quelqu'un qui voulait tester les limites, tester les choses, même avec quelqu'un qui était numéro 1 suisse. Je l'ai toujours fait avec respect, il ne faut quand même pas l'oublier non plus, mais il fallait checker les choses à tout moment. Quand vous avez 16-17 ans, vous rentrez sur un terrain puis qu'il y a un grand joueur en face de vous, forcément vous êtes un petit peu intimidé. Puis, mais lui, alors, en tout cas, ça ne me donnait pas l'impression qu'il soit trop intimidé. Et il était
Ouais, c'est assez relax sur le terrain. Déjà, c'est un joli joueur. Je me souviens d'un joueur qui avait une superbe technique, mais qui n'arrivait pas toujours à la mettre en place, comme si sa raquette était un petit peu trop lourde encore pour son physique. Alors quand tout d'un coup, tout était en place, on sentait que c'était facile, mais il y avait plein d'autres moments où ça coinçait, notamment côté revers. Et puis, ce qui était frappant, c'est qu'il tentait des choses. C'était pas quelqu'un qui jouait toujours le coup logique ou le coup qu'on aurait dû jouer. Et du coup, c'était intéressant de jouer avec lui, mais un peu surprenant aussi par moments. Il tentait pas mal. Et puis, du coup, l'adolescent, je pense qu'il ressemble un peu au joueur parce que moi, je me souviens je cherche un peu les adjectifs, mais de quelqu'un d'un peu, un peu trublion, un peu espiègle, quelqu'un qui aime bien défier l'ordre établi. C'était le jeune Suisse-Allemand qui ne parlait pas encore français, mais qui n'avait pas peur d'embêter un petit peu les grands et qui était en fait sympa, mais un peu, je dirais pas grande gueule, mais il montrait qu'il était là. Et puis, je crois qu'au début, il a un petit peu souffert et les grands, on l'a fait un petit peu souffrir aussi. Oui, j'étais comme ça, voilà, j'ai toujours checké les limites. Pour moi, il fallait que je sache où c'est dans les limites. Une fois que j'ai su, comme les enfants, bah ok, je sais, je peux aller jusque-là. Et si je passe la ligne, bah il y a quelque chose qui va se passer, voilà. À la fin des Cubes Blancs, quand on a su que le centre déménagerait à Bienne, que le staff serait tout changé, c'est pour nous, quand on est jeune, c'est un grand choc un petit peu. Et ses parents et lui m'ont approché pour savoir si on pouvait prendre un appartement ensemble. Ils ont demandé si c'était OK pour moi de rester avec le petit. Et c'est vrai que là, alors bien sûr, on s'est rapprochés quand vous vivez ensemble ou que vous jouez à la PlayStation ensemble ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps ensemble entre 97 et 99. Direct à Narensrud. Je forçais un peu à faire la cuisine, il fallait qu'il fasse un peu quelque chose aussi. Il n'aimait pas trop les tâches ménagères, il aimait pas trop la cuisine, il aimait beaucoup la PlayStation. Donc on a mis un peu des règlements en place. Et puis c'est vrai qu'il n'avait pas de problème à faire les choses si on faisait à deux ou si on invitait quelqu'un et que c'était à deux ou trois. En groupe, c'était plus sympa pour lui. Mais de faire un truc tout seul, c'était plus dur, mais comme tout ado de 16 ans. Et puis c'est vrai que je l'ai poussé un petit peu et puis on a passé des moments en fait, vraiment très sympas. Les deux colocataires deviennent des joueurs professionnels et commencent alors pour Roger une vie de nomade, multipliant les tournois à l'étranger. So, wir wollen einen Teletext. Das neue Ranking. 49 die Woche vom 58. 2 Top 50 Spieler wieder einmal, ne? Das ist schon lange nicht mehr. L'adolescent dissipé commence à trouver ses marques et à se faire un nom. J'ai fait encore 2-3 entraînements à Bienne avec justement Peter Lundgren et Peter Carter. Indiana Jones. Et Peter Lundgren découvrait Rudge. Hello. Et quand on a discuté, il m'avait dit c'est vraiment c'est un diamant brut ce jeune. Quand il était plus jeune, c'était quelqu'un d'assez colérique en fin de compte sur le terrain, parce que plusieurs fois il s'est fait réprimander au Centre National. Mais la pression, il doit certainement la ressentir, comme tout le monde. Je veux dire, peut-être la peur dans certains matchs aussi. Et après, il y a eu un déclic qui s'est fait. Première chose, je trouve le premier grand pas qu'il a fait, où j'ai compris où maintenant il a vraiment envie de travailler, c'est quand il était encore à la fédération et il a engagé déjà à ce moment-là Pierre Pagani, qu'il avait déjà eu avec Cublan. Et à ce moment-là, j'ai dit alors si lui il engage Pierre, c'est que maintenant il s'est passé quelque chose dans sa tête, il a compris qu'il fallait être travailleur pour gagner. Et c'est devenu un énorme bosseur. Ouais. C'est quelqu'un qui... Et je crois qu'il aime ça, je pense qu'il aime souffrir à l'entraînement, il aime se faire mal, il aime aller chercher ses limites, il aime repousser ses limites. Et j'ai fait quelques périodes d'entraînement avec lui et je peux vous dire que c'était pas de tout repos. C'est vrai, comme dit Yves, à un moment donné, le joueur prend une décision. Et tous ceux, peu importe qui c'est, qui travailleront à ce moment-là avec ce joueur vont bénéficier d'une part de la décision qu'il prend, on va en dépendre et on va essayer avec le joueur ensemble d'utiliser cette décision pour la faire fructifier. Mais pour ça, il faut le joueur au milieu qui fait l'effort. Il ne faut jamais oublier ça. Il avait un revers qui était relativement faible des fois. Roger, il sliceait beaucoup, le revers lifté, c'était pas encore, c'était un peu son point faible.
Et puis à force de travailler le petit jeu de jambes, le placement, d'être vraiment rigoureux là-dessus, parce que voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement doué. Donc quand vous êtes doué, des fois vous jouez peut-être trop avec votre talent, mais après il y a une espèce de rigueur physique qui s'est mise en place au niveau du jeu de jambes. Et comme par hasard, le revers de Roger s'améliorait, tous ses coups s'amélioraient. Mais ça venait parce qu'il y avait cette rigueur au niveau du placement. Et ça, Pierre Paganini, pour l'avoir fréquenté, d'avoir passé pas mal d'entraînements avec lui, au niveau tout ce qui est petit jeu de jambes, tout ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire à ce niveau-là. Après, quant à son comportement, c'est aussi la grande force qu'il a eue, c'est qu'à un certain moment, chez les juniors, il s'énervait beaucoup plus, parce il n'y a pas trop d'arbitres et des choses comme ça. Quand il allait sur le grand circuit, ça s'est déjà amélioré. Et puis à un certain moment, il a compris que s'il voulait vraiment passer le palier supérieur, il devait faire un effort là-dessus. Et du moment où il décide quelque chose, c'est décidé, c'est acquis chez lui. Et je crois jusqu'en 2007 ou 2008, est-ce qu'il a recassé une raquette, je crois, contre Djokovic, je crois, à Miami, à un certain moment plus tard dans sa carrière. Mais je crois que finalement, pendant 6 ou 7 ans, il n'a plus cassé de raquette. J'ai juste décidé que j'allais vraiment être méga calme parce que je savais que je ne pouvais pas faire 15 ans de carrière encore comme ça. C'était pas possible, c'était trop des up and des down, c'était trop fou. Voilà, j'ai changé, ça m'a pris plus que 2 ans et demi pour vraiment me trouver derrière. Et aujourd'hui, je suis zen parce que je suis vraiment zen et ça m'aide à mieux jouer au tennis. Sérénité longue à trouver pour Federer, qualifié d'éternel espoir à 21 ans pour n'avoir toujours pas gagné de tournoi du Grand Chelem. Alors que Boris Becker ou Björn Borg avaient 17 et 18 ans lors de leur premier sacre. Il faudra à Roger un déclic dramatique celui-ci, un accident de la route causant la mort de son tout premier entraîneur. Moi, j'ai appris le décès de Peter Carter par Roger, qui était à Montréal, je crois, à cette époque-là, enfin au Canada, et il m'appelle et il me dit, il m'explique. Je pense qu'il a passé, d'ado, d'enfant à homme à ce moment-là. C'est vrai que pour nous, c'était un choc, et pour lui encore plus, parce que c'était vraiment la toute première fois qu'il a été confronté à la mort. Je me rappelle avoir été à l'enterrement, et Roger, il était effondré, quoi. Forcément que ça fait mûrir une personne, ce genre de... Quand vous traversez une étape comme ça l'a certainement fait grandir, ouais. Mais ça a été pratiquement un déclic dans sa carrière. Le pire événement qui puisse arriver, il a réussi à trouver du positif à quelque part là-dedans et à sortir grandi, et ça, c'est une force qu'il a. Franchement, à 14 ou 15 ans, on s'endort tous en rêvant de soulever la coupe de Wimbledon, mais justement, on est dans le rêve. Le seul titre du Grand Chelem qui m'a touché, qui m'a ému, c'est vraiment le premier. 2003 Wimbledon. Je sais pas, c'était ce qui m'a ému. J'ai été ému aux larmes, peut-être parce que c'était 2 mondes qui s'entrechoquent, quelque part. Un camarade de l'enfance qui tout d'un coup réalise, voilà. Là, lui, il a touché du doigt notre rêve à tous, il l'a fait. Je trouve qu'un sportif qui s'affirme au moment où il arrive, c'est toujours un peu plus touchant. Et alors quand c'est un copain d'adolescence, ça touche plus fort. Moi, je me rappelle que souvent on regardait les matchs à la télé, mais ils disaient qu'ils ne sont pas si bons ces mecs-là. Et on parlait des mecs qui étaient 50e mondial. Pour moi, c'était des joueurs qui étaient incroyables. Et pour lui, il avait l'impression que c'était atteignable. Et je pense qu'au fond de lui, il savait très tôt qu'il s'y viendrait très fort. Alors peut-être pas 19 grands chelems, peut-être pas numéro 1 mondial pendant si longtemps. Mais je pense qu'au fond de lui, il le savait, il avait cette conviction qu'il serait très très fort. Bientôt icône planétaire, Federer est sollicité de toutes parts. Il prête son nom aux Nations Unies et s'engage pour des causes humanitaires. Moi, je pense, comme je suis très présent dans les médias, je peux bien sûr dire aux gens en fait on a beaucoup de problèmes sur cette terre, pas seulement quand il y a vraiment une catastrophe, qu'on peut vraiment tous les jours en fait on a des problèmes, il faut aider.
Il consacre aussi une partie de son temps au tournage publicitaire et découvre sans sourciller l'éclairage aveuglant de la célébrité, tout en restant concentré sur ses victoires. C'est un ogre. Ses adversaires, il les met à la diète, il ne leur laisse que les miettes. Et son nom devient une marque qui attire l'argent et les foules, 2, 1, go. Notamment quand il l'associe à celui de Rafael Nadal. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. Roger, c'est un mec que j'aime. C'est l'être humain. Joueur de tennis, à la limite, c'est même pas un truc qui m'importe. Je suis content parce qu'il fait une carrière monstrueuse, il gagne ses trucs, tout ça, mais c'est l'être humain, moi, que j'aime. C'est pour ça que j'ai toujours défendu par rapport à son classement en fin de carrière, est-ce qu'il ne devrait pas arrêter, tout ça, parce que tant que le type a du plaisir à jouer, moi, je suis heureux pour lui. Donc s'il décide de se consacrer à 100% pour sa fondation, que ça le rend heureux, puis qu'il a la banane tous les jours, puis qu'il est bien avec ça, puis qu'il s'éclate, vas-y. Ready? 1, 2, 3. Ça me rend content parce que je vois que j'arrive à faire une différence chez des enfants où la vie normale, c'est pas facile. Et ils n'ont pas de moyens de trouver une éducation avec qualité. It's hard, you know. They started very fast, huh? Voyager avec Roger, c'est toujours un moment très intime. C'est pour lui le moment où il peut vraiment connecter avec le travail que nous faisons. Et c'est pour ça que nous passons des heures dans une école avec les enfants. Nous aidons à préparer la cuisine. Et c'est important pour lui aussi. Il peut être soi-même. Il n'est pas Roger Federer le star, c'est vraiment le père qu'on voit là. Il est la même personne comme il est en fait à la maison avec ses enfants et c'est très touchant. Quand je vais là-bas en voyage comme ça, moi je reviens avec une telle fraîcheur, une telle volonté et envie de faire plus. Voilà. Après, tout ce que je fais, c'est je pense à la fondation et tout le monde doit me calmer, de dire ok, tu as toujours le temps pour ça après, parce que tu as encore une famille, tu as encore des matchs à jouer, tu as encore le prochain match et tout ça. Mais pour moi, c'est très très important. C'est pour ça que d'ailleurs, j'essaie de faire le plus d'argent possible et de faire le meilleur choix possible pour le futur, pour cette fondation. Quand on parle de l'engagement avec les enfants préscolaires, aujourd'hui, il sait ce que c'est le développement d'un jeune enfant. Il ne savait pas ça il y a 7 ans, il n'y avait pas encore des enfants. Et ça a changé beaucoup. Alors, il est devenu un spécialiste en petite enfance lui-même. Anil loves to play cricket. He has a big cricket bat, which you see here. Anil hits the ball very, very hard. Il a énormément évolué, mais il est resté quelque part le même. Il a cette capacité à être insouciant et à s'occuper du moment présent et à être présent 100% et de se concentrer sur ça, sur une chose qu'il a à faire. Et puis cette autre capacité à avoir tout ce qu'il a derrière et à tout pouvoir gérer ce qu'il a derrière. Ça, je trouve, c'est avec un calme énorme. Dans son agenda surchargé, les Masters de Londres qui viennent conclure l'année tennistique en présence des 8 meilleurs joueurs de la saison. En tennis, tout est affaire de temps et d'espace. Être au bon endroit, au bon moment, sur la balle, à 100% dans le présent. Il a cette faculté de vivre le momentum. C'est comme s'il oubliait ce qu'il a fait avant et qu'il ne saurait même plus ce qu'il va faire après. Il rentre à l'entraînement, c'est comme s'il se branche
Et puis c'est marqué entraînement physique, Paganini, 13h30, et puis on bosse, quoi. Je parle maintenant de l'entraînement physique, mais c'est la même chose sur le corps. Il ne se pose pas de questions et il le fait. Donc d'une part, il vous donne la confiance, ça veut dire qu'il faut vraiment essayer de ne pas trop se planter. Et en même temps, il fait le maximum parce qu'il sait exactement pourquoi il le fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas de temps en temps quand il doit faire l'effort. Mais d'une part, il a l'habitude, il sait pourquoi, il fait son boulot. Et voilà, c'est pour ça qu'il est jeune. Federer, fatigué au terme d'une saison héroïque, est privé de finale non pas par Nadal blessé, mais par un jeune Belge de la nouvelle génération, David Goffin. À se demander une nouvelle fois si le temps, si crucial en tennis, ne serait pas en train de rattraper Federer. Cela fait déjà 10 ans qu'on annonce à tort son déclin, pourtant inéluctable. Comment tu termines la saison mentalement par rapport aux autres années? Bien, honnêtement, je suis pas trop fatigué, j'ai pas de problème. Alors, de ce côté-là, je suis vraiment soulagé que je peux partir en vacances en sachant que je peux jouer avec mes enfants. Je suis bien, quoi. Je suis pas un vieux homme qui peut plus rien faire. Alors, de ce côté-là, je suis content. Je suis content que j'ai atteint un niveau très haut fin d'année, mais aussi début d'année. Wimbledon au milieu aussi. Alors, en fait, c'était une saison complète. Et de ça, je pense quand même que je peux être très fier. Allô? Ciao, ça va bien? Oui, très bien. Excellent. Bonjour. Ciao. Alors du coup, on s'est tous un peu posé la question, mais comment fait-il? Comment fait-il pour être aussi là, aussi présent, aussi attentionné? Et moi, il me semble que c'est cette faculté à vraiment vivre le moment et pas celui d'avant ni celui d'après, quoi. Il est vraiment toujours... voilà, si quelqu'un lui pose une question, en fait, il est avec cette question. Il est là, il répond à cette question. Et il ne fait rien d'autre. Et quand il frappe un revers, il frappe un revers. Il ne frappe pas le coup suivant. Radio Suisse Romande, la première. Vous avez des jeux de vidéo ici, alors ouais, j'ai vu là, Yannick Noah, Amélie Mauresmo, Chet, Martinez, Curtin, Martin, Hewitt et Krajicek, mais j'ai acheté le Roland Garros, j'étais pas très content avec. Alors. Le seul moyen de vous battre au tennis, c'est sur ce PlayStation, non? Ouais, mais le problème, c'est aussi je suis assez fort avec PlayStation, comme je bosse Quelle beaucoup de connerie. temps. Et l'objectif à terme, c'est d'être numéro 1 mondial. Ah bon, ça c'est le rêve. Ça date un petit peu. C'était juste avant vos 20 ans, juste après la victoire contre Sampras. Ça vous rappelle, ça vous paraît loin, ça vous paraît proche? Très proche même. Tout a passé trop vite. Je ne sais pas comment expliquer, mais cette victoire contre Sampras en 2001, quand j'avais 20 ans, c'était comme si c'était hier, j'ai l'impression. Même si ma vie, elle a complètement bousculé, elle a changé avec la famille, avec les victoires, les records et tout ça, mais je n'en reviens pas que j'ai 36 ans et j'ai fait 20 ans d'années sur le tour déjà. C'est tout bizarre, toujours pour moi aujourd'hui. Il est certain qu'on parlera un jour des années Federer et qu'on les regrettera. Alors nous lui souhaitons ironiquement un merveilleux déclin et la plus longue des fins de carrière. Celle des coulisses de l'événement s'achève ce soir. C'est en effet la toute dernière édition de ce programme qui avait été créé en 2013 par Romain Jean et Jacob Berger et dont nous avons eu la chance, avec le réalisateur Éric Bello, de reprendre les destinées. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. En attendant, on l'espère, de nouvelles aventures. À très bientôt.